Balado Sportaid. Aujourd'hui, nous sommes en tête-à-tête avec Cindy Ouellette, une personne d'exception. Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, puis on est assez heureux aujourd'hui de te recevoir parce que ça va nous permettre de mieux te connaître, de mieux comprendre qui tu es, pourquoi tu as décidé de t'impliquer il y a presque 2 ans déjà dans la cause des environnements sportifs sains et sécuritaires. Mais avant d'aller plus loin et de te laisser nous raconter un peu ton parcours, moi, je vais quelques notes pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, Cindy qui est avec nous aujourd'hui, maîtrise en sciences à l'Université d'Alabama, maîtrise en ingénierie à l'Université de Southern California. Actuellement, elle est en train de compléter son doctorat en génie biomédical. Elle va nous parler de son projet de doctorat. Elle est aussi athlète paralympique, 4 fois aux Jeux paralympiques, 3 fois aux Jeux d'été en basketball en fauteuil roulant, 1 fois en ski paranordique. Elle est la première athlète québécoise paralympique à avoir fait les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Elle a été introduite au Temple de la Renommée en 2014, le Temple de la Renommée de basketball en fauteuil roulant, ce qui est assez unique parce qu'elle pratique encore. Elle est porte-parole de nombreuses causes. Elle est associée à Sportaid comme porte-parole dans notre approche à l'action contre l'intimidation en milieu sportif. Elle est porte-parole aussi avec le gouvernement du Québec comme ambassadeur de l'esprit sportif. Elle supporte des causes comme Le Camp, Alter Ego. Elle vient de terminer la construction de sa maison. Le pain banane, ça va bien? Faut se faire. Bonjour Cindy, vraiment content de t'avoir avec nous. Salut, merci de m'avoir aujourd'hui. Vraiment, là, on est très privilégiés. Puis moi, une fois que j'ai raconté les grandes lignes de ce que tu représentes, puis là, ben, les gens ne le voient pas, mais le CV de Cindy, c'est 6 pages. Impressionnant. On lit son CV, puis on se sent presque moins que rien, tellement c'est des réalisations après des réalisations. Alors, Cindy, une fois qu'on a parlé de ces réalisations principales, moi, j'aimerais quand même que tu nous traces ton parcours. Parce qu'une fois qu'on a dit ce que tu as réussi, de savoir ce qui t'est arrivé, de connaître ton histoire personnelle, bien, c'est encore plus impressionnant de réaliser tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Alors, moi, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours, d'où tout ça a commencé. Je suis une personne très, très normale. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai eu vraiment des bonnes opportunités. Je pense que c'est présenté à moi à travers ma vie. Moi, je suis une petite fille de Rivière-du-Loup, très, très sportive depuis un jeune âge. J'ai toujours été dans le sport. Je faisais du ski alpin, du soccer quand j'étais petite. Moi, à l'âge de 12 ans, j'ai été diagnostiquée avec un cancer des os. Un sarcome des Ewing, que ça s'appelle, 3 de chance de survie que le docteur m'avait dit. Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu là que ma vie, je crois, a vraiment pris un autre tournant. J'ai une famille, je suis enfant unique, mais ma famille a vraiment été présente pour moi lors de ces événements-là qui sont arrivés. Vraiment, j'ai fait chimio pendant 2 ans. Ensuite, j'ai eu une grosse opération. La raison du pourquoi je suis la plupart du temps en fauteuil roulant. J'ai pas de sensibilité dans ma jambe gauche. Ils m'ont fait une reconstruction complète de la hanche du côté gauche. Puis, mais grâce, moi, je le vois comme d'une façon positive parce que, oui, je m'en suis sortie malgré tout ce qui était contre nous puis ma famille. Mais vraiment, j'ai essayé de m'en sortir puis le sport m'a vraiment changé les idées là-dedans puis a fait en sorte que je suis rendue où que je suis rendue aujourd'hui. Le plus gros des moments, je pense, qui a été dur pour moi, ça a été après ma chimio, quand j'avais environ 15 ans. Là, c'est le retour à l'école parce que j'avais manqué 2 ans d'école secondaire. Donc, c'est sûr qu'au secondaire, c'est jamais facile à la base. On se fait beaucoup intimider au secondaire. Puis, c'est une des raisons pourquoi que j'étais avec Sportaid aujourd'hui, parce que moi, j'ai été victime d'intimidation beaucoup. Oui, à cause que j'étais au secondaire, j'avais plus de cheveux. J'étais très mince parce que je venais de finir la chimio, mais aussi parce que j'étais en fauteuil. Fait que j'ai été victime d'intimidation physique, puis aussi que je me faisais vraiment écœurer, puis traiter de tous les noms. Puis, à l'âge de 16 ans, peut-être 1 an après, j'ai eu un offre pour aller jouer aux États-Unis au basket. Puis, à partir de ce temps-là, après le secondaire, je suis partie aller étudier aux États-Unis, puis aller faire mon basket. Puis, j'ai continué mes études là-dedans.
Mais comment c'est arrivé, cette offre-là? Des gens avaient entendu parler de toi ou... Ouais, dans le fond, j'ai commencé à jouer au basket à 15 ans. Puis c'est ma physio qui m'a introduit au sport du basketball en fauteuil roulant parce qu'à ce moment-là, je faisais un petit peu de natation para, puis je faisais aussi de l'athlétisme. Dean Bergeron, Chantal Petitclerc, ils ont été comme des grands mentors dans ma vie, fait que je faisais ça avec eux. Mais je voulais quelque chose qui bouge un petit peu plus, fait que c'est pour ça que ma physio m'a apporté au basket. Puis c'est ça, j'ai commencé peut-être, j'avais fin 15 ans. J'ai fait un tournoi, puis il y avait les coachs de l'équipe canadienne qui étaient présents, c'était les champions canadiens. Puis dès la première été, ils m'ont invité au camp d'équipe senior de l'équipe canadienne. Puis en même pas un an, je suis rentrée dans l'équipe canadienne. Puis ensuite, une fois que tu es dans l'équipe canadienne, souvent tu te fais remarquer par les autres pays qui ont des programmes d'études. Donc, c'est pour ça que je me suis ramassée. Moi, j'étais allée en Alabama pour étudier, puisque au Canada, dans le fond, on n'a pas de programme universitaire puis de basketball en fauteuil roulant. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu que je parte pour les États-Unis. Le cancer qu'on t'a diagnostiqué, c'était génétique? C'est arrivé comment? On a découvert comment que tu avais un cancer? Donc, j'ai découvert quand j'avais 11 ans, la première fois qu'on a vu qu'il y avait une masse. Je jouais au football, j'essayais pour faire les essais. Tu jouais au football? Oui, j'essayais de faire les essais pour aller en football études au SSF, au Séminaire Saint-François, à Québec. Puis lors, je pense que c'était la 3e journée du camp, il pleuvait beaucoup dehors, puis le coach a comme sifflé. Puis la personne en arrière de moi n'a pas entendu le coup de sifflet, fait que moi, je vais arrêter. Je me suis comme tournée, mais il y a quelqu'un qui m'a vraiment plaqué par en arrière, qui est tombé. Son cassette est tombé sur mon bassin, puis j'ai fracture ouverte du bassin. Fait qu'après, quand on est retourné à l'hôpital, on a fait des radiographies et tout. Puis c'est là qu'ils ont vu une masse dans mon bassin. Fait que c'était pour ça que mon bassin avait fracturé. J'avais déjà une faiblesse à la hanche. Puis ça a pris environ 1 an parce qu'ils pensaient que le kyste était bénin, parce que j'avais aucun symptôme d'un cancer des os. D'habitude, c'est très, très douloureux. Tu dors pas, tu vas vraiment pas bien. Puis moi, j'avais aucun symptôme. Donc, après 3 mois de réadaptation, ma hanche était correcte. J'ai même fait mon année de ski alpin parce que je faisais de la compétition de ski alpin debout. Puis après ma saison de ski alpin, c'est là qu'ils ont décidé de faire juste des radiographies puis qu'ils ont vu que la masse avait grossi un petit peu. Fait qu'ils n'ont pas pris de chance. Ils ont fait une biopsie. Puis là, ils m'ont dit que c'était cancéreux. Puis comme j'ai dit tantôt, c'était 3 % de chance de survie. C'est un cancer très, très, très rare, très agressif. Fait qu'on a commencé la chimio, je te dirais, peut-être 1 semaine après qu'il ait annoncé que j'avais le cancer. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on l'a su. 3 % de chance, tu as 11 ou 12 ans à ce moment-là. Toi, tu réagis comment? Tes parents? Puis là, ça se passe comment dans ta tête puis dans ta famille? Dans ma tête, c'est sûr, j'avais 12 ans, fait que je comprenais pas vraiment qu'est-ce qui m'arrivait. Quand le docteur a dit que j'avais un sarcome des wings, de un, j'en avais aucune idée c'était quoi ces mots-là. Ensuite, ils m'ont dit que c'était un cancer. Quand ils disent que tu as un cancer à 12 ans, tu penses juste peut-être aux personnes âgées qui décèdent de cancer ou à la télé, quand il y en a qui ont le cancer, le monde, il meurt. Fait que c'est un petit peu ça dans ma tête. Mais dès le départ, mes parents, ils m'ont dit qu'on va prendre une journée à la fois. On va penser on pensera pas à demain, là, on va s'occuper d'aujourd'hui, puis on va avancer comme ça. Fait que c'est un petit peu comme ça qu'on a fait pendant toutes les années, puis c'est un petit peu encore comme ça que je vis ma vie, là. Je vis vraiment une journée à la fois, puis vivre le moment présent, puis c'est ça qui est important. C'est sûr que ça a été plus dur, selon moi, pour mes parents à ce moment-là. Toute ma famille, mes parents, je me souviens quand ils l'ont annoncé, la soirée d'après, il devait y avoir 100 personnes dans le corridor. Même les médecins n'avaient jamais vu ça. Toute mon équipe de ski était là, mes équipes de soccer, mes tantes, mes oncles, mes grands-parents. Fait que j'ai une famille très, très proche. Fait que c'est ça qui m'a sauvée puis qui m'a permis de passer à travers tout ça aussi, là. Tes parents, pour les avoir rencontrés, c'est des beaux modèles, là. Je veux dire, c'est des gens déterminés, puis c'est probablement d'eux aussi que tu tiens cette détermination, là. Ouais, bien sûr, tu sais, mes parents, c'est mes modèles, je les adore, puis, tu sais, je fais tous les jours encore, je les vois souvent, même quand j'étais partie aux États-Unis, je les appelais souvent aussi. Tu sais, ils se sont jamais découragés, ils ont toujours été là. C'est sûr que ça a été sûrement très, très dur de voir leur enfant malade, mais ils ne démontraient pas ça à moi quand ils venaient me voir. Ils étaient très, très forts, puis ils ont tout fait pour m'aider à passer à travers ça. T'es certainement une grande source de fierté pour eux aujourd'hui, hein? Sûrement, là, mais... Ça serait à eux de le dire. Ouais, mais c'est comme, tu sais, c'est eux aussi, moi, je les vois comme modèles, puis je les vois comme des super parents, puis je les aime vraiment. Quand on t'écoute nous raconter ce qui t'est arrivé, puis ce que tu as traversé au fil des années, il y a des mots qui nous viennent à l'esprit: acceptation, adaptation,
un mot qui est souvent galvaudé, résilience, mais toi, je pense que tu le portes vraiment très, très bien. On ne peut pas s'empêcher de penser non plus à la période que nous vivons actuellement, qui a demandé beaucoup d'adaptation, d'acceptation pour nos jeunes sportifs. Comment tu l'as vécu, toi, cette période-là, et comment la vis-tu encore, sachant que tu manques un grand rendez-vous paralympique cette année, comme de nombreux autres athlètes, mais comment l'as-tu vécu, toi? L'acceptation, ben, je pense que justement, vu que j'ai vécu beaucoup de choses à travers les dernières années, là, ça fait quand même 19 ans que mon cancer est arrivé, je pense que j'ai appris à justement faire preuve de résilience quand il arrivait quelque chose de dur, puis aussi d'en parler. Tu sais, même cet été, comme tu as dit, mes Jeux paralympiques ont été repoussés. Après ça, c'est sûr que j'ai pas eu beaucoup de contrats, j'ai pas eu beaucoup de travail non plus. On est tous dans la même situation. Ça a été très dur comme été. Fait que, tu sais, c'est sûr, moi, je parlais à mes psychologues, j'avais mes rencontres à chaque semaine. Fait que, tu sais, c'est pas à cause que tu demandes de l'aide que tu vas chercher de l'aide que c'est un signe de faiblesse. Là. C'est vrai, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est un signe que tu es encore plus fort si tu es capable de demander de l'aide. Puis je parlais beaucoup à mes parents. Je me suis rapprochée de mes amis beaucoup, ma famille. Fait que, tu sais, j'ai pris du temps pour moi-même, puis justement, en parlant avec mes psys, puis eux autres, ils m'ont donné des petits outils, peut-être que j'aurais pas eu si, justement, j'aurais pas eu le courage d'aller leur demander. Y a-t-il des athlètes que tu côtoies pour lesquels ça a été vraiment plus difficile que pour toi? Ou... Ben, c'est sûr qu'on a été vraiment... c'est dans nos petits moules à nous. Fait que moi, j'ai resté beaucoup à Québec. J'ai été plus en lien avec des athlètes de Québec, pas des athlètes olympiques ou paralympiques. J'ai été, c'est sûr, en contact avec mon équipe. Puis je pense qu'on a tous été dans le même bateau. Ceux qui sont allés consulter, ceux qui sont allés chercher de l'aide puis qui ont continué à bouger, c'est eux qui en sortent le plus fort. Puis là, on en recommence un petit peu à bouger. Fait que les choses vont recommencer. Il faut rester positif. Trouves-tu que nos jeunes sportifs s'en sont bien sortis dans le contexte? Je crois que oui. Tu sais, on a fait quand même des capsules, puis je pense que le supporter aussi a été là. Puis les jeunes, il y avait des ressources disponibles à eux, surtout au Québec. Puis on a vu que là, justement, les activités ils ont commencé à reprendre pour certains sports. Puis on voit que les jeunes, peut-être que oui, il y a eu un petit peu plus de dépression, beaucoup plus d'anxiété. Mais tu sais, les parents étaient là. Ça a été des gros moments en famille. Puis je crois que ça a fait en sorte que les gens sont sortis de ça plus fort, de vivre une épreuve comme ça. Puis la deuxième phase qui nous apparaît de plus en plus imminente, là, comment tu l'appréhendes, puis si tu avais un conseil à donner là, aux jeunes sportifs là, qui... Ben c'est sûr, moi j'essaie vraiment de vivre là, présentement, là, maintenant. Fait que, tu sais, on est au courant que peut-être qu'il va y avoir une deuxième phase, puis je crois que justement, le gouvernement, puis tout le Canada au complet, on essaie de se préparer le mieux possible. On sait pas comment que ça va tourner, tout ça, mais ça va être encore juste une autre grosse épreuve, puis je pense continuer à faire du sport, puis pas s'enfermer à la maison, à rien faire. Je pense que ça va être le plus gros changement, puis ça va être ça qui va être important. Est-ce que les Jeux de Tokyo demeurent une cible pour toi? Parce que là, bon, on a repoussé d'1 an. À moins de me tromper, cette année, c'était ton dernier tour de piste aux Jeux paralympiques d'été, j'entends. Est-ce que pour toi, de voir qu'ils seront peut-être présentés l'an prochain et il n'y a même pas de certitude, comment tu entrevois ça? C'est une journée à la fois, tu me diras, mais au-delà de ça? Ben c'est sûr que je m'entraîne pour pouvoir aller aux Jeux de Tokyo l'année prochaine. C'est sûr que je garde ça en tête comme pour un but précis, puis vraiment comme à chaque jour quand je suis dans le gym, ben c'est pour ça que je m'entraîne. Mais s'il n'y arrive pas, tu sais, je veux pas me faire d'attente non plus. J'essaie pas de me créer des fausses attentes. S'il n'y arrive pas, j'essaie de préparer d'autres choses présentement, peut-être retourner à l'université un petit peu plus de bonne heure, justement pour terminer mon doctorat, au lieu d'attendre une autre année. Fait que j'essaie de me préparer des plans B, C, D, justement pour pas être prise au dépourvu si quelque chose comme ça arrive. Je l'ai évoqué un petit peu en introduction tout à l'heure. Tu étais en train de compléter ton doctorat en génie biomédical. Peux-tu nous parler de ton projet un petit peu? Parce que c'est quand même assez impressionnant. Oui, mais ça, là, j'étais aux États-Unis en train de terminer mon doctorat en génie biomédical. Je travaillais sur une hanche biomimétique, que ça s'appelle. Dans le fond, c'est pour ceux-là qui sont amputés, ceux-là qui n'ont plus de hanche. Il y a des bras qui existent présentement biomimétiques. C'est vraiment quand tu peux reconnecter les terminaisons nerveuses qui sont encore existantes, puis à faire de la réadaptation avec les différentes cellules de ton cerveau pour réapprendre à prendre un verre, par exemple, mais c'est ton cerveau qui pense, c'est vraiment pas la main qui est mécanique.
Fait que j'essaie de faire ça un petit peu pour les hanches. C'est toujours un projet que j'aimerais vraiment, vraiment continuer, mais ça se peut que je change peut-être un petit peu de branche puis faire un deuxième doctorat ici à Québec pour pouvoir terminer cette thèse-là. Je sais pas trop. Le COVID a changé bien les choses. Fait que peut-être que je vais recommencer un autre doctorat, puis peut-être terminer aussi en génie. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Mais un projet de cette envergure-là, tu le fais pas seul, je présume? Tu es accompagné? Tu fais ça avec qui? Oui, c'est ça. C'est une équipe de chercheurs. Là. C'est pour ça que j'étais aux États-Unis. Okay. Ensuite, j'ai eu des offres un petit peu à McGill. Mais j'aimerais vraiment ça, me rapprocher de Québec parce que ma famille est ici. J'ai ma maison ici maintenant. Fait que c'est pour ça que je vais peut-être changer un petit peu quelques buts pour pouvoir finir à Laval ici à Québec. OK. Alors, nous sommes à la balado Sportaid, en tête-à-tête avec Cindy Ouellette. Tu l'as évoqué toi-même un peu plus tôt. Tu as décidé d'épouser la cause des sports sains et sécuritaires. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Je crois que c'est vraiment important de, faire du sport. Puis faire du sport quand on se fait soit intimider, on se fait écœurer, puis que c'est vraiment pas le fun. Je l'ai vu, j'ai été dans le sport toute ma vie. Ça n'encourage pas les jeunes à continuer à faire du sport. Fait que moi, m'impliquer là-dedans puis vraiment promouvoir du sport sain, pur et sain, je trouve ça extrêmement important parce que justement, le sport, je pense que c'est la vie. Que tu te lèves le matin, que tu veux aller faire 10 minutes d'exercice, tu vas te sentir tellement mieux dans tout le reste de ta journée. Puis s'il y a personne qui est en arrière de toi puis qui te crie après, ça va être encore 100 fois mieux. C'est important pour toi d'aller, parce que là, tu donnes des conférences. Tu en donnais déjà, mais tu en donnes davantage dans cette cause, dans cette mission. C'est important pour toi d'aller à la rencontre de la jeunesse pour parler de ces enjeux-là avec eux? Oui, je crois que tout commence par les jeunes. Si eux, ils peuvent véhiculer un message qui est simple puis qui est bon pour tout le monde, qui rapporte ça à la maison, qui rapporte ça à les parents, les grandes sœurs, les petits frères, genre tout le monde, c'est vraiment les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas d'arrière-pensée, ils disent qu'est-ce qu'ils pensent. Puis c'est des éponges. S'ils apprennent d'une bonne façon de comment faire du sport puis comment véhiculer un message sain, je pense qu'on est en business au Québec si on a nos jeunes derrière nous. Comment les jeunes réagissent quand on leur parle de ça? Parce que c'est pas un sujet très, très séduisant. Là. On va être honnête, là, c'est pas le sujet le plus séduisant pour des jeunes, mais comment ils réagissent quand tu les rencontres et tu leur parles de ça? Souvent, les jeunes, je crois qu'ils ont les yeux tout brillants. Ils aiment ça, parler de sport. Puis aussi, avec moi, le sport paralympique, c'est un petit peu un terrain inconnu. Fait que je pense que ça les capture peut-être un petit peu plus juste de parler du sport paralympique. Mais en même temps, je pense que tu les vois qui comprennent quand tu leur dis que c'est pas bien intimidé, puis que justement, quand tu parles de si c'est un sport de garçon ou un sport de fille, ça n'existe pas. Puis, les jeunes, ils comprennent. Il faut juste que tu leur mentionnes des choses, puis qu'ils font pas juste écouter les adultes, mais vraiment, ils comprennent bien. Puis est-ce que c'est aussi une occasion pour toi d'aller leur présenter les sports paralympiques comme étant des sports, je dois pas dire normaux, mais des sports, parce qu'il y a souvent une distinction qui est faite. Puis, on le voit dans les médias, la place dans les médias n'est pas la même. Vous n'avez pas la même visibilité. Est-ce que c'est aussi pour toi quelque chose, un sous-objectif, quand tu rencontres les jeunes, aller leur faire réaliser que les sports para, c'est des sports? Oui, c'est sûr. Souvent, c'est ça, les jeunes, ils savent pas, justement, qu'on peut jouer au basket, qu'il y a du soccer en power chair, il y a du rugby, il y a vraiment tous les sports. Fait que souvent, à la fin, quand les jeunes posent des questions, ils demandent « Hey, je peux-tu faire tel sport? Je peux-tu faire du hockey? Je peux-tu faire du patinage artistique? » Puis la réponse est oui, tous les sports s'adaptent. Fait que moi, c'est sûr que j'aime ça parce que, justement, il y en a pas beaucoup dans les médias. Fait que si les jeunes savent qu'il y a beaucoup de sports paralympiques comme ça, justement, ils rapportent ça à la maison. Puis souvent, ils trouvent ça cool parce que c'est différent un petit peu. Puis aussi, je leur raconte que ma journée d'athlète, c'est peut-être la même journée d'athlète que n'importe quel athlète olympique. On s'entraîne 2-3 fois par jour. Il faut bien manger, il faut bien dormir. Donc, tu sais, ils comprennent vraiment que même si on n'a pas l'usage de nos jambes ou que, tu sais, on a des déficiences physiques, peu importe laquelle, à la fin de la journée, nous autres aussi, on va voir la même flamme olympique, paralympique dans le stade plus tard, puis représenter notre pays. Est-ce que tu te sens moins au contact avec les jeunes? Est-ce que tu te sens moins un objet de curiosité? Parce que souvent, les athlètes paralympiques, on entend ça, tu sais, on n'aime pas ça, être considéré comme des athlètes différents. On est des athlètes à part entière. Il y a comme un aura de curiosité qui vous entoure. Est-ce que tu sens ça aussi avec les jeunes? Puis c'est quelque chose qui te dérange
cette aura de curiosité, là? Ben, surtout avec les jeunes, je pense que c'est important qu'ils soient curieux. Ils savent pas. Donc, qu'ils posent des questions de comment que je débarque de ma voiture, comment que genre je vais me laver aujourd'hui. Ils peuvent pas le savoir. Il y a jamais personne qui leur dit. Puis souvent, c'est le contraire. Les parents, ils ont honte. Ils vont à l'épicerie avec l'enfant, ils sont comme hey, regarde pas cette personne-là, c'est pas correct. À la place de... Tu peux poser des questions, l'enfant veut savoir. Fait que si on avait justement, en les éduquant jeunes, ben peut-être que quand ils vont avoir 30 ans, 40 ans, ben, ils vont regarder les sports paralympiques puis ils vont dire hey, c'est des athlètes, je les ai déjà vus, ils sont venus dans mes écoles. Fait que pour moi, la curiosité, c'est pas une mauvaise chose. C'est des enfants, ils ont le droit de poser des questions puis c'est à nous de les éduquer. Quand on parle des sports paralympiques, tout ce qui est aussi axé sur la différence, qu'elle soit corporelle, culturelle, dans le sport, on le sait que c'est un facteur de risque pour l'intimidation, la violence. Trouves-tu que le sport, en général, est assez inclusif? Puis trouves-tu qu'on en fait assez pour être inclusif avec tous les gens qui ont des différences, là, peu importe leurs différences, là? Ben, c'est sûr qu'il va tout le temps avoir des lacunes. Il va tout le temps avoir des gens qui sont pas inclus, peu importe que ce soit dans le sport olympique ou paralympique ou collégial, à l'école. Il va tout le temps avoir des lacunes, mais je pense que on s'en va dans la bonne direction. On essaie justement d'être vraiment plus inclusif, puis on parle de vraiment toutes les spectres de différents problèmes qu'on a face à l'intimidation. Avec juste les bandes dessinées, avec Sportaid, je pense qu'on a touché beaucoup, beaucoup de différents sujets. Fait que, je pense que ça s'améliore. Il y a encore du chemin à faire. C'est un petit peu comme l'égalité homme-femme dans le sport. Ça fait 100 ans, 200 ans que c'est comme ça. Puis il y a encore du travail à faire. Fait que c'est sûr, l'inclusion, ça va tout le temps être un travail constant. Ça va passer par des gens comme toi, des gens qui s'impliquent. Là. Ça, c'est vraiment très important pour transmettre l'importance, justement, d'être bienveillant et inclusif avec tout le monde. Puis c'est vraiment, à cet égard-là, c'est vraiment super apprécié ce que tu fais avec nous. Puis tu me disais cet hiver que... déjà, en raison de la publication des bandes dessinées, il t'arrive d'aller au supermarché, pas au dépanneur, puis il y a des enfants qui... petit coup de coude à leurs parents, puis c'est Cindy. Fait que ça, c'est le fun. Puis nous, on le sait aussi, il y a des retombées, les gens nous en parlent. Puis bientôt, on va en profiter, profiter de cette balado pour dire que dans les prochaines semaines, on va lancer un livre où on va avoir un recueil des premières bandes dessinées qui ont été publiées là, avec Cindy. Puis il y aura aussi en exclusivité ton parcours réel en bande dessinée qui, lui, n'a jamais été publié encore. Alors ça, c'est prometteur, c'est surveillé dans les prochaines semaines. Si on revient au sport sain et sécuritaire, comment tu vois le Québec à l'heure actuelle en matière de sport sain et sécuritaire? La vision chez nous, puis une fois qu'on a parlé de chez nous, comment tu vois ça? Comparé aussi avec ce que tu observes quand tu vas ailleurs, parce que tu vas partout sur la planète avec les sports que tu pratiques. J'aimerais t'entendre dans un premier temps sur qu'est-ce qu'on observe chez nous, qu'est-ce que toi tu observes chez nous, puis ensuite quand tu compares à l'étranger. C'est sûr, moi, dans mon sport à haut niveau, je pense que c'est assez respectueux, surtout au Québec. Je pense que, justement, on est sensibilisé beaucoup. On a beaucoup de programmes ici. Quand que je retourne ailleurs dans le Canada, moi, mon équipe, on est basé plus en Ontario. C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources qui étaient là pour les athlètes qui avaient de la difficulté. Maintenant, cette année, je crois qu'ils en ont implanté quelques-unes. Puis ça a fait du bien, justement, au monde du sport. Mais c'est le fun de voir que le Québec est quand même pionnier là-dedans, puis qu'ils sont là, puis c'est nous qui a commencé tout ça. Chez les jeunes, quand on fait les conférences, je crois qu'on voit beaucoup de retombées positives. Puis je pense que, justement, il remarque que c'est pas correct de traiter son ami de peu importe quel nom. Mais si, comme je reviens tantôt, j'ai dit, c'est l'éducation des jeunes. S'ils savent pas, puis qu'à la maison, ça passe comme ça, papa, maman qui sont corrects avec ça, eux, ils savent pas, ils font juste répéter. Fait que c'est pas la faute du jeune nécessairement, mais vraiment où l'éducation parte. Pour les jeunes à travers le Canada, j'ai fait quelques conférences aussi. C'est sûr, on dirait qu'ils sont moins éduqués, ils savent un petit peu moins c'est quoi l'intimidation, parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les écoles là-bas. Fait que le mot bullying en anglais, je crois qu'ils savent c'est quoi, mais pas exactement. Sens-tu que quand tu dis qu'ils n'en parlent pas, sens-tu que c'est un sujet tabou? Parce que dans le monde du sport en lui-même, on le sait que c'est encore tabou, là. Ouais, selon moi, je sais pas si c'est beaucoup tabou, mais je pense que c'est une autre mentalité, c'est une autre philosophie aussi. Là-bas, ils parlent pas beaucoup, pas autant d'homosexualité et tout. Ici, au Québec,
moi, oui, je me suis fait écœurer parce que oui, je suis gay, puis je me suis fait écœurer dans les sports, mais au moins, je suis capable de prendre ma parole, puis je suis capable de mettre mon point à terre, puis je suis comme, tu sais, pourquoi tu fais ça? Ça sert absolument à rien. Je suis pas différente de toi à cause que je suis gay quand que je lance un ballon de basket, là. Fait que je pense que là-bas, peut-être à travers le Canada, il y a un petit peu plus de tabou sur certains sujets qu'au Québec, justement, on a un petit peu plus d'avancement, puis on est un petit peu plus d'ouvert d'esprit, surtout dans les écoles. C'est des choses que tu entends encore, des commentaires ou des remarques, des propos à caractère homophobe. Oui, dans le sport, quand même beaucoup, surtout chez les hommes. Puis, tu sais, il y a des athlètes hommes que je le sais très bien qui sont gays, mais qui sortiront jamais. Chez les femmes, un petit peu moins. Je crois que tu en as Pourquoi un tu petit penses peu que c'est plus différent d'ouverture. comme ça? T'sais, parce qu'on le sait, les athlètes féminines, on en connaît. Martina Navratilova, les années 70, c'était la plus grande joueuse de tennis que l'histoire a peut-être connue. Elle était ouvertement homosexuelle, puis il n'y a jamais personne. Mais pourquoi, chez les hommes, particulièrement dans les sports d'équipe, on n'est pas là, on est en 2020, là? Ben, c'est sûr, tu sais, que moi, je suis une femme, là, fait que je peux pas parler pour les problèmes des hommes, mais je pense que c'est juste encore là l'éducation. Puis, tu sais, à l'école, beaucoup plus de petits gars se font écœurer, puis ils se font traiter de tapettes. Les filles, on dirait, c'est encore plus comme... C'est véhiculé comme un fantasme des gars, que c'est deux lesbiennes, deux femmes ensemble, que c'est beau, puis les gars, c'est pas beau. Fait que, tu sais, moi, c'est ma vision à travers ça. Puis t'en connais des athlètes, t'en connais d'autres, là, qui... Puis c'est encore, je dirais pas monnaie courante, mais oui, vous entendez encore des choses comme ça, puis vous subissez encore des choses comme ça. Ah oui, on en voit, on en entend. Puis je pense qu'il y a aussi une peur de perdre beaucoup de sponsors, de mal paraître pour l'équipe. Fait que moi, je suis chanceuse, je suis dans une organisation qui est totalement supportive de ma situation. Puis je suis pas la seule dans mon équipe non plus, mais c'est plate de voir qu'il y a des organisations, surtout quand c'est l'argent qui rentre en ligne de compte. Je pense que... Est-ce que c'est déjà arrivé, sans nommer des organisations là, ou des entreprises, quoi qui mériteraient de se faire nommer, là, mais qui ont déjà refusé de s'associer à toi pour ces raisons-là ou à d'autres que tu connais? Ben, moi, ça m'est jamais arrivé. Je me suis fait refuser des choses, mais je sais pas si c'est face à ça. Je crois pas. Mais, tu sais, j'ai déjà entendu, oui, des grosses compagnies qui ont refusé face à cause de l'homosexualité. Puis c'est-tu quelque chose que, quand tu approches un partenaire éventuel, est-ce que c'est un sujet que tu annonces, tu le dis ouvertement ou... Ben, je le dis pas, mais je crois, tu sais, ma situation, je suis quand même connue dans le milieu des athlètes au Canada, puis les compagnies doivent le savoir, là, je le cache pas, là. C'est une partie de moi, puis je le cacherai jamais, là. Plus tôt, tu as parlé de gens qui t'ont inspiré. Bon, on a parlé de tes parents, mais tu as nommé Chantal Petitclerc, tu as nommé Dean Bergeron. J'aimerais ça t'entendre un petit peu plus parce que ce sont des personnages presque mythiques, là. Surtout Chantal, Dean aussi. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus, puis en quoi ils t'ont influencé. Dean a été vraiment une personne importante juste après mon cancer, justement, quand je recommençais à faire du sport. J'ai recommencé avec l'athlétisme. Puis c'est vraiment lui, il venait au PEPS de l'Université Laval, il passait des soirées avec moi à me montrer à faire du sport. Puis c'est lui qui m'a comme fait réaliser aussi que c'était possible pour moi de faire du sport de haut niveau parce que moi, je pensais que ma carrière de ski alpin avant mon cancer, j'avais un rêve olympique à aller en ça. Mais je savais pas que c'était possible. Je connaissais pas le sport paralympique, surtout. Ah non? On recule en 2006, 2005, il y avait pas beaucoup de médias qui en parlaient. Donc, moi, je savais pas que c'était possible d'aller en paralympique, que c'était à la même endroit que les Olympiques, juste 2 semaines après, que, tu sais, tout ça. Donc, Dean a fait comme en moi, lui-même une petite lueur. C'est comme, hey, je peux être athlète encore, je peux être athlète de haut niveau, je peux aller aux Paralympiques. Puis je me souviens parce que des fois, il appelait Chantal, puis Chantal descendait de Montréal, venait s'entraîner avec nous. Puis, tu sais, Chantal, moi, j'avais 15-16 ans. Wow. Chantal, c'est un grand modèle au Canada, au Québec. Elle est tellement généreuse. Exactement. Fait que j'ai fait beaucoup d'athlétisme avec eux. Puis là, j'ai fait quelques événements avec Chantal, puis Dean au cours des dernières années. Puis moi, depuis que ma carrière a remonté, j'essaie d'aider Chantal maintenant. Elle a commencé à faire du ski de fond l'année dernière. Puis elle a pris une de mes anciennes luges. Donc là, les rôles ont rechangé. Puis, tu sais, on a bien du fun. Puis ces deux personnes-là sont très, très importantes dans ma vie. On en a discuté un peu plus tôt, Cindy. Tu devais, cette année, aller aux Jeux paralympiques. On t'avait fortement invité à y aller parce que tu étais
perçu, l'attente qu'on avait de toi, c'était la grande sœur, le leader, le capitaine, à moins de me tromper, de l'équipe. C'est arrivé comment, ça? L'étiquette de leader, de capitaine, c'est pas quelque chose qu'on décide d'être. Habituellement, c'est quelque chose qu'on nous confie. Toi, ça t'est arrivé comment? Je dirais que ça fait environ 6 ans que je suis capitaine de l'équipe. On a tout le temps 2 capitaines à chaque année, dans le fond. Puis au début, quand j'étais la première fois capitaine, j'étais capitaine, mais avec une personne plus expérimentée. Là, maintenant, c'est moi qui ai rendu la vieille de l'équipe. Techniquement, pas en âge, mais en expérience d'année. Donc, ça fait 13 ans que j'étais avec l'équipe canadienne. Puis, je suis une des plus vieilles. Fait que, non, mais leader, je pense que ça a tout le temps été un petit peu dans mon sang depuis que je suis toute petite. Au soccer, j'étais tout le temps capitaine d'équipe de soccer. En ski, tu sais, j'étais comme le top du groupe. Puis c'est moi qui donnais mes petits ordres un petit peu, là. J'aime ça être le petit boss. Mais je pense que c'est vraiment voir mon équipe évoluer. Tu sais, je pense que j'étais une bonne écoute aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui me regardent puis qui viennent à moi dans mon équipe. Après ça, je suis capable d'être, tu sais, quand il faut que je dise quelque chose, je passe pas par 4 chemins, puis je suis capable de leur dire. Donc, je pense que je suis capable de faire la part des choses, peu importe ce qui arrive. Puis aussi, entre mon équipe, puis entre les coachs, je suis capable de parler aux deux, puis être quand même neutre dans tout ça. Est-ce qu'il y a eu dans ton parcours d'athlète des coéquipiers, des coéquipières, des adversaires ou un entraîneur qui t'ont influencé puis qui ont été pour toi des modèles? J'ai eu plusieurs. Tu sais, mes équipes ont changé à chaque 4 ans environ. À chaque jeu, on change d'équipe beaucoup. J'ai eu beaucoup de modèles. Tu sais, j'ai eu des influences, comme il y en a qui me gardaient plus calme, il y en a qui me gardaient sur le jeu plus agressif, plus positif. Fait que j'ai vraiment eu différents modèles. Je pense beaucoup à Sabrina Petikini, elle qui était là depuis le début de ma carrière. Puis là, aujourd'hui, c'est drôle parce que c'est mon assistant coach avec l'équipe canadienne. Donc, c'est une joueuse vraiment, vraiment importante pour l'équipe canadienne, puis elle m'a toujours supportée, québécoise aussi. Donc, c'est le fun de la revoir maintenant là pour moi. Mais sinon, aussi dans d'autres sports, tu sais, j'ai regardé beaucoup tous les autres sports paralympiques. Tu sais, j'ai parlé de Dean, Chantal, oui, ils ont été là pour moi toute ma carrière, puis sont encore là aujourd'hui. J'ai eu du Chantal Benoît, c'est des grands noms en basketball, en fauteuil roulant. Puis aussi, à travers le monde, on se lie beaucoup d'amitié avec les autres filles. On vient proche, tu sais, c'est le monde paralympique, c'est tout petit. Puis le monde de basketball en fauteuil roulant féminin, c'est encore plus petit. Donc, c'est sûr qu'on se lie d'amitié avec différentes personnes à travers le monde. Puis aussi, en étudiant aux États-Unis, j'ai eu la chance d'avoir des coachs qui m'ont suivi pendant quelques années là-bas aussi. Comme leader dans un groupe, quel rôle tu viens jouer, tu pourrais jouer dans des situations où, parce qu'on le sait, ça arrive entre coéquipiers, là, l'intimidation, la violence psychologique. Est-ce que, tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as déjà eu à intervenir? Et qu'est-ce que tu ferais si ça arrivait? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à un leader de faire dans un groupe où il y a des tensions internes? De un, c'est être capable d'écouter les problèmes, d'analyser les problèmes, puis pas essayer de juste essayer d'être neutre. Parce que si on essaie de juste donner notre idée à nous personnellement sans nous écouter, ça fonctionnera pas. Faut que tu écoutes. Si c'est une crise entre 2 joueuses dans mon équipe, ben je vais écouter une partie, je vais écouter l'autre côté, puis après ça, je vais me faire une idée. Si ça vient trop compliqué, c'est sûr qu'il faut que tu ailles voir soit les coachs ou leur conseiller à eux de se parler entre eux autres, parce que faire du parlage dans le dos des gens, ça fonctionne jamais bien. Puis sinon, ben moi, souvent, je leur dis, on peut consulter, on a une psy d'équipe, c'est pour ça que c'est là. Puis sinon, il y a des lignes d'écoute maintenant. Pour le reste du Canada, il y a des lignes d'écoute. Puis au Québec, il y a des lignes d'écoute aussi. Puis c'est totalement... c'est privé. Il y a personne qui va savoir qui t'appelle. Donc, c'est ça, je leur conseille. Leader, mentor, je sais aussi que tu entretiens une relation proche avec ton cousin Zachary, qui est gardien de but dans la Ligue junior majeure du Québec, qui appartient à une équipe de la Ligue nationale de hockey. Vous êtes proches l'un de l'autre. Est-ce qu'il lui arrive de référer à toi comme la grande sœur, le mentor, l'exemple à suivre? Et si oui, quoi les enseignements? Comment tu discutes avec lui? Bon, vous êtes dans des sports différents, mais quand même... Justement, on a passé beaucoup de temps cet été ensemble. Juste hier, justement, on est allé jouer au golf ensemble.
Ben, lui, il m'aide, puis moi, je l'aide. Moi, c'est sûr que ça fait longtemps que je suis dans le sport. Puis là, présentement, il est dans des échanges, soit junior ou s'il monte tout de suite LNH. Fait que, tu sais, il est tourmenté beaucoup, il a beaucoup d'anxiété. Puis comme moi aussi, j'ai eu beaucoup d'anxiété cet été à cause que des Jeux paralympiques qui ont été reportés. Fait que c'est vraiment être un support un pour l'autre. Puis c'est ça, c'est comme mon petit frère, puis moi, je suis comme sa grande sœur. Mais depuis le début, je lui ai dit de rester fidèle à soi-même, peu importe qu'est-ce qui arrive. Faut qu'il reste lui. C'est pas grave s'il y a des gros enjeux, puis s'il devient la superstar de NHL. Moi, je veux qu'il reste le petit Zach que je connais, qui est aidant, puis qui est super... Il est humble. Tout le temps rester humble à travers le sport. Je pense que c'est une grande qualité de tous les leaders. Quand je t'entends parler de ton cousin qui aspire à la Ligue nationale de hockey, c'est dans ma tête, l'image du sport professionnel, les gros revenus, tout ce qui est glamour autour de ça, par opposition à toi qui est dans un sport, qui est dans le sport paralympique. Puis l'autre flash que j'ai, c'est le film qui est sorti récemment, Rising Phoenix, où on réalise comment les sports paralympiques sont sous-considérés. C'est incroyable. Ça en est presque frustrant quand on observe, par exemple, qu'au Brésil, à Rio, aux Jeux de 2016, à 6 semaines des Jeux, on a rasé pour avoir de Jeux paralympiques parce que la présidente du pays avait décidé de consacrer le budget aux Jeux olympiques parce que pour elle, c'était ce qui était important. Comment, dans des situations comme ça, quand on est un athlète paralympique, il y a des journées que ça doit être frustrant, tabarouette. Là. Et je regardais ça, là, puis c'était vraiment frustrant. Là. Ben, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est se souvenir le pourquoi qu'on a commencé à faire du sport, se souvenir le pourquoi qu'on continue de s'entraîner tous les jours, puis c'est quoi notre but ultime, c'est-tu se rendre aux Paralympiques, c'est faire du sport pour soi-même pour se sentir mieux. C'est sûr qu'il va tout le temps avoir des problèmes politiques dans peu importe qu'est-ce qu'on fait, que ce soit le sport, que ce soit les études, que ce soit n'importe quel truc que tu fais dans ta vie, il y a des problèmes politiques à travers le monde. Donc, oui, c'est frustrant de voir que le sport paralympique, des fois, est sous-considéré face aux Olympiques, mais en même temps, quand on était arrivé à Rio, nous, le basketball en fauteuil roulant, on était le seul sport que c'était sold out. Il y avait 25 000 personnes dans le stade, puis on a joué en avant d'une foule qui a adoré ça. Fait qu'au bout de la ligne, il faut faire confiance en la vie, il faut essayer de voir les choses positives, puis nous, on est sortis dans tous nos matchs, le stade était plein, tout le monde était content, les gens, ils ont vu c'était quoi du basketball en fauteuil roulant. Ça fait un petit peu la même chose à Londres, à Beijing aussi, mes Jeux de 2008. Donc, moi, c'est vraiment faire confiance en la vie, puis ça sert à rien de se frustrer pour quelque chose qu'on a vraiment zéro contrôle. Quand on parle de la relation que tu as comme leader, comme capitaine dans ton équipe, la relation que tu as avec ton cousin Zachary, est-ce que c'est quelque chose, après ta carrière, que tu aimerais continuer de faire, de transférer des connaissances, transférer les habiletés que tu as développées à travers ton parcours? C'est quelque chose que tu aimerais faire, ça? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça continuer à être dans le milieu sportif, donner des conférences, surtout aux jeunes dans les écoles, dans les fédés sportives. Je veux pas être un coach parce que je serais pas un bon coach du tout. Pourquoi? Je pense que j'étais un peu trop intense, puis j'aimerais ça être la première à sauter sur le terrain puis dire « OK, let's go, on fait ça ». Donc, je pense pas que j'ai les bonnes compétences pour être un bon coach. Mais, tu sais, j'aimerais quand même ça, donner les conférences, tu sais, je sais dans quoi je suis bonne, puis je suis capable d'essayer d'aider les jeunes, puis essayer d'aider les fédés sportifs, peut-être aller dans la bonne direction, puis changer un petit peu des perceptions face au sport. Tu es une femme dans le sport. Je sais très bien qu'il t'est arrivé à des occasions dans les équipes de basketball. Parfois, c'est des équipes mixtes. Je sais aussi qu'en CrossFit, j'ai appris dernièrement qu'en CrossFit, il t'arrive d'être meilleur que bien des hommes. As-tu subi des situations où c'était pas le fun? Puis qu'est-ce que tu as fait? Oui, surtout au début, dans ma carrière de basket, c'était pas évident. À Québec, j'étais une des seules de filles. On était peut-être une ou deux. Puis, vu que ma carrière a débuté quand même très, très rapidement, tu sais, je l'ai mentionné au début, j'ai commencé le basket à fin 15 ans. J'ai fait l'équipe nationale un an plus tard. Donc, ma progression était très, très rapide. Puis, il y a eu beaucoup de jalousie dans les équipes locales où que je jouais. Il y a des garçons qui essayaient de me blesser, justement, pour pas que je sois capable de faire le camp d'équipe nationale.
ces années-là. La première année que je l'ai fait, même chose dans les années olympiques, il essayait de me blesser avant que j'aille au camp pour pas justement que je fasse partie de l'équipe paralympique qui allait en 2008. Donc, je pense que c'est plus c'est de la jalousie mal placée, oui. Mais à ce moment-là, je le comprenais. Tu sais, j'étais encore très, très jeune. Fait que c'est sûr que c'était frustrant, c'était décevant, c'était très triste. Tu sais, je pleurais. Mais encore là, j'ai une famille qui me dit, OK, tu sais, montre c'est qui la plus forte. Ça sert à rien de retalier avec de l'agressivité. Ça sert à rien d'envoyer des cours. Dans ce temps-là, c'était juste des courriels ou je me souviens même plus c'est quoi l'app. Messenger n'existait pas, mais tu sais, j'ai eu des emails de bêtises pendant que j'étais au Jeux du Canada parce que, justement, cette personne-là était pas là. Donc, tu sais, c'est encore de l'intimidation mal placée, mais je pense que c'est juste la façon de s'en sortir avec ma famille. Ça a super bien été. Puis les plus grandes personnes qui ressortent de tout ça, c'est ceux qui essaient d'être positifs. Puis justement, c'est pas en étant plus agressif que l'autre que tu vas t'en sortir. Quand je t'écoute raconter les choses que tu as subies, bon là, évidemment, ça date de quelques années. Sens-tu que le sport sain, sécuritaire au Québec, au Canada, a évolué au point où des choses comme ça seraient moins possibles, moins fréquentes? Ce serait plus facile pour toi de te demander de l'aide ou... Oui, justement, surtout pour demander de l'aide. Je sais qu'il y a encore de l'intimidation dans tous les sports, malheureusement. Mais au moins, justement, on a du soutien, on a du support. T'sais, à 15 ans, j'aurais pu appeler justement la ligne téléphonique de Sportaide, puis demander peut-être aussi comment j'aurais dû aller parler à cette personne-là ou à qui ou à quel coach. Tu sais, j'étais un petit peu dans le néant. Fait que c'est un peu mes parents qui ont pris les rênes puis qui ont appelé les associations. Mais tu sais, si au moins j'avais eu des ressources, c'est sûr que je les aurais utilisées. Quand tu nommes tes parents dans ta dernière réponse, j'ai un flash qui me passe. Souvent, ce qu'on entend quand on va rencontrer les groupes, là, nous, chez Sportaide, souvent, les parents sont présentés comme... un problème. Moi, je préfère les voir comme une solution, là, parce que je pense qu'on peut travailler avec eux puis les faire cheminer. Mais de l'externe, est-ce que tu observes des parents? Est-ce que tu sens qu'ils sont parfois trop présents? Comment tu vois le rôle des parents actuellement dans la communauté sportive avec leurs enfants? C'est sûr que moi, j'ai une expérience très positive avec mes parents. Ils m'ont supporté. Même quand je jouais au soccer, j'avais pas des parents qui me criaient après ou qui me criaient après dans l'auto, après mon match, quand je perdais. Ils ont vraiment toujours été là pour moi. J'en ai vu, par exemple, qu'il y avait des parents qui criaient puis que les enfants sont détruits puis que ça leur tente plus de jouer puis ça leur tente plus de se présenter à la pratique. Donc, justement, si Sportaide, on peut éduquer les parents à comment être là pour leur enfant puis pas être trop là, entre les lignes, les laisser s'amuser. C'est des enfants, on s'amuse aussi quand on fait du sport. C'est pas juste pour être le futur Sidney Crosby ou peu importe aller aux Olympiques. Là. Il y en a qui veulent juste faire ça pour s'amuser. Fait que je pense qu'il faut retourner à la base pour faire comprendre aux parents que ton jeune, il est là pour faire du sport. C'est là pour être sain, puis c'est juste la santé. Sens-tu que comme organisation sportive, les administrateurs d'organisations, de fédés, de clubs, ils ont un rôle à jouer? Comment tu vois leur rôle dans tout ça? Parce que une problématique aussi importante que la violence en contexte sportif, c'est pas seulement la responsabilité des entraîneurs, c'est pas seulement la responsabilité des parents, c'est une responsabilité qui revient à tout le monde. Comment tu vois le rôle des administrateurs, puis des clubs, puis des organisations dans tout ça, toi? Je pense que moi, en tant qu'athlète, quand je regarde un organisme, des administrateurs et tout, des fois, ça devient très, très compliqué. Surtout quand tu es plus jeune, tu comprends pas tout c'est quoi les rôles de qui, quoi commun, qu'est-ce qu'ils font. Donc, je pense qu'au début de l'année, nous, maintenant, on fait ça dans notre organisation. Ils décrivent, OK, tel coach, il est là pour ça. Les parents, c'est quoi le rôle des parents? C'est quoi le rôle de tel directeur? Ensuite, voici vos ressources. Vous pouvez appeler là. Vous pouvez envoyer un email à telle personne. C'est quoi la ligne de communication? Mais très, très simple. T'sais. Ça prend peut-être 30 minutes, notre rencontre. Mais au moins, ça l'explique à l'athlète qu'est-ce qui est disponible pour eux. Puis ça vient un petit peu moins de mêlant de toute la politique qui se passe derrière le sport de l'athlète. Trouves-tu qu'on en fait assez pour supporter les athlètes actuellement dans ce contexte-là? Je pense qu'on n'en fera jamais assez. Mais je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. Il y a beaucoup, surtout au Québec, je pense qu'on a beaucoup de support. On a beaucoup de petits projets comme les bandes dessinées. C'est gros, c'est pour les plus jeunes. Après ça, on a des livres qui s'en viennent. Il y a la ligne d'écoute, il y a les capsules. Donc, on est dans la bonne direction. Puis je pense que, comme j'ai dit, je pense qu'on est dans la meilleure province du Canada présentement pour contrer l'intimidation parce que c'est nous qui met de l'avant des projets comme ça.
puis on essaie vraiment de supporter tout le monde, parents, administrateurs, enfants. Tout le monde est supporté. Projet court terme, moyen terme, long terme, ça dit quoi pour toi? Court terme, c'est vraiment, je suis en attente comme tout le monde avec qu'est-ce qui se passe avec le COVID. Moi, je m'entraîne quand même à tous les jours. J'essaye de recommencer l'école tranquillement aussi. Travaille pour la compagnie de mes parents également. Je veux recommencer à faire les conférences. Donc, un petit peu des projets partout. Moyen terme, j'espère vraiment que le basket va recommencer puis qu'on puisse vraiment focusser pour s'entraîner pour Tokyo. Long terme, évidemment, prochain Paralympique, été prochain. Continuer à faire des conférences, terminer mon doctorat, peut-être faire post-doctorat, faire mes recherches, enseigner à l'université. Donc, veux-tu faire les Paralympiques d'hiver, les prochains? Je vais essayer, mais là, justement, avec le report des Jeux paralympiques d'été, là, ça me donne juste quelques mois pour me qualifier pour les Jeux d'hiver. Je l'ai fait pour Pyeongchang, mais on va voir si je suis capable de le refaire pour les Jeux de Beijing de 2022. Quel choix tu ferais pour notre jeunesse sportive en matière d'environnement sain et sécuritaire? Quel choix tu ferais? Surtout, je souhaite vraiment qu'on puisse éduquer le plus de jeunes possible dans les prochaines années, qu'on soit présent autant dans les fédérations sportives que dans les écoles, puis qu'on puisse avoir des athlètes comme moi ou d'autres personnes qui croient vraiment dans le sport sain, faire véhiculer un message que le sport, c'est la santé, puis il faut être gentil avec un et l'autre. Et nous, quand tu vas avoir terminé ta carrière, comment tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Je pense que je veux juste être une personne qui est restée humble à travers de tout ça puis qui a essayé de redonner à la vie. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous? Une médaille d'or aux Jeux paralympiques. Ah, cool! C'est un bon souhait, ça. On va s'y mettre. Cindy, c'est déjà terminé. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été super apprécié. Balado Sport-Aide, tête-à-tête avec Cindy Ouellette. Nous, vraiment, c'est quelque chose qu'on pense depuis plusieurs mois. Et là, on s'est lancé. Tu es une des premières invitées que nous aurons. J'espère que les gens vont apprécier ce qu'on a fait ensemble. En tout cas, moi, personnellement, puis l'équipe chez Sport-Aide, on apprécie et on tient à te remercier très sincèrement. Merci, Cindy. Un gros merci. Merci. Ouais.